Bonjour et bienvenue sur Radio Philo, la radio qui file haut, où il y a deux personnes qui tiennent la barre. Moi, Rémi, éternel étudiant de la vie qui ne sait qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Et moi, Simon, ancien prof de philo reconverti dans le coaching et qui peut vous citer du Platon et du Bob l'éponge. Merci Simon, et aujourd'hui on vous propose de parler de guerre. Et la première question que je voudrais te poser, Simon, c'est qu'est-ce que la guerre? C'est une très bonne question, Rémi. Euh, alors, ça va être très difficile un petit peu de définir la guerre dans ses grandes lignes, mais ce par quoi on pourrait commencer, c'est plutôt par, non pas démystifier la guerre, mais plutôt dire qu'en fait, dans la guerre, il y a des lois, il y a des règles qui font que c'est pas totalement le chaos comme on pourrait le croire. Alors, sur le terrain, c'est le chaos, c'est affreux, ça c'est sûr. Mais dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu comment dire, des déclarations de guerre. C'est quand il faut que je crois que c'est Carl Schmitt qui expliquait ça, qu'il y a que en fait, dès l'instant où on ne sait pas qui nous déclare la guerre ou que la guerre est déclarée, c'est difficile de dire que ça y est, on est en guerre. C'est dans la mesure où pour que guerre il y ait, il faut que les deux soient au courant. C'est pour ça qu'on parle beaucoup que le terrorisme, c'est pas, en tout cas du point de vue de la philo, c'est pas considéré comme de la guerre parce qu'on ne sait pas qui est notre ennemi. On ne sait pas quand commence la guerre, on ne sait pas quand est-ce qu'elle finira, etc., etc. Alors que dans une guerre, il y a un début. Un pays déclare la guerre à l'autre, ou un clan, si on prend les Visigoths qui déclaraient la guerre aux Vandales ou je sais pas quoi, nous déclarent la guerre, et quand comment dire, l'un a vaincu l'autre, bah, c'est le temps du retour à la paix. Hmm. Et c'est marrant parce que quand tu m'as parlé de loi, de cadre, tout de suite j'ai vu un terrain de foot. Et je Oui, me demandais, est-ce que aujourd'hui le sport, c'est pas une forme de alors est-ce que c'est une forme de guerre ou une manifestation de cet instinct guerrier? Est-ce que au lieu de guerre, ça serait pas plus pertinent de parler d'instinct guerrier de la part des sportifs, par exemple? ouais, carrément. En fait, la différence qu'il y aurait, c'est que dans le sport, c'est plus des adversaires. Là où dans la guerre, c'est vraiment des ennemis. Et l'adversaire, tu veux le vaincre, mais le laisser en vie. Alors que dans la guerre, ton ennemi, tu as plus envie de le tuer. Même si c'est pas forcément le but, mais c'est ça qui est aussi intéressant. C'est que, alors je ne sais plus qui, c'était un général militaire, je pourrais retrouver ça, mais j'ai la flemme retrouver son nom. Mais il avait fait il avait, comment dire, ils avaient étudié un petit peu les entraînements militaires sous Napoléon et les entraînements militaires sous, on va dire, l'armée moderne, vraiment. Et là où, chez Napoléon et jusque peut-être la Seconde Guerre mondiale, l'entraînement militaire consistait par exemple au fusil à bien viser. Les entraînements ensuite étaient là pour désensibiliser à la violence. Parce qu'ils remarquaient que un être humain n'est pas fait pour tuer un autre être humain. C'est alors, tant mieux. Mais c'est-à-dire que sur le terrain, du temps de Napoléon jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ils remarquaient que les soldats, même s'ils étaient entraînés à bien viser, ils visaient toujours à côté. Parce qu'il y avait cet instinct de ne pas vouloir tuer l'autre, un autrui qui est un autre que moi, un semblable, un frère humain. Et du coup, voyant ça, les autres armées, par la suite, ont décidé de désensibiliser à la violence. C'est pour ça que c'est toujours, on voit dans le film, notamment Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, cette violence constante pour que dans le cerveau des soldats, ce soit OK de tuer quelqu'un. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont plus aucune sensibilité et que ça ne leur fait rien de tuer quelqu'un, mais ce qui fait qu'ils visent mieux parce qu'ils osent, du coup, beaucoup plus tirer. Mmh. Ah oui, donc il y a un entraînement à la guerre parce que à la Mhm. base, l'homme n'est pas mais pourtant il y a quand même cette violence en Ouais. nous, mais il y a une forme de conscience qui nous évite d'aller trop loin. Alors que là, la guerre, si je comprends bien, c'est aller au-delà de nos limites Mm. pour s'autoriser à tuer et à détruire l'autre. Ce serait un peu ça. Il y a effectivement une forme
de violence et parfois de cruauté d'humain à humain. Là où, tu vois, chez les autres animaux, je prends le cas, par exemple, tu prends si on prend les loups, ouais. Dans une meute de loups, il me semble que c'est Baptiste Morisot, le philosophe, qui avait étudié ça. Quand il y a le mâle alpha qui devient trop vieux, les jeunes loups veulent prendre la place du mâle. Et par contre, ils vont pas forcément aller jusqu'à le tuer, jusqu'à l'humilier, jusqu'à vraiment ils peuvent le tuer, mais ce sera jamais au sens de la volonté de vouloir tuer pour dire de tuer. Là où si le mâle alpha, l'ancien chef, se rend, au sens où, bah voilà, chez les chiens, en tout cas, c'est plutôt se mettre sur le dos, comme ça, en mode c'est bon, t'as gagné, c'est le code canin, enfin canin, le coup des loups. Mais là où chez un autre être humain, tu vas non seulement vouloir le taper, mais tu vas aussi vouloir le détruire, l'humilier, peut-être pourquoi pas le disséquer, je sais pas quoi, enfin, vraiment des trucs horribles qu'on retrouve que chez les humains. Il n'y a pas d'ours tueur en série. Il n'y a pas de frelon qui va aller tuer toutes les abeilles comme ça, avec cette volonté de vouloir satisfaire ses pulsions. Il y a vraiment, pour le moment en tout cas, ça uniquement chez les humains. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Et juste par rapport pour revenir à la guerre, il y a pas forcément, j'ai pas forcément envie de voir les militaires comme des benets qui sont là juste pour tout détruire ou quoi que ce soit. Mais il y a en tout cas, force est de constater qu'il y a cette désensibilisation qui est due au fait aussi que les armes sont de plus en plus létales, mais aussi de plus en plus lointaines. Entre tuer quelqu'un quand tu appuies sur un bouton pour envoyer un missile et l'avoir en face de toi, un couteau à la main, comment dire, il y a cette médiation qui fait que tu as l'impression que les dommages collatéraux, notamment donc les meurtres de civils et enfin, les civils morts et les morts humaines en tant que soldats, ça te touche moins, j'ai l'impression, vu que c'est Mmh, loin. ouais, parce que tu disais, tout à l'heure, qu'il y avait des profils qui avaient une violence exacerbée, des tueurs en Mhm. série, des choses comme ça et mais ça, c'est pas forcément la norme. Ça veut dire qu'au niveau de la guerre, ce travail de désensibilisation à la violence, il est là pour des personnes qui n'ont pas cette extrême Mhm. violence en elles, mais qui ont besoin d'atteindre ce niveau-là, ce niveau de violence pour, voir qu'en fait, c'est une normalité que de tuer quelqu'un. Bah, en tout cas, je crois que j'ai retrouvé le nom, ça s'appelait Grossman, je crois. Euh, mais oui, alors, je pense pas que l'armée fasse des êtres humains des monstres. Pas ça. Je pense pas qu'un soldat soit un monstre. Mais il y a le côté plutôt quand faut y aller, faut appuyer sur la gâchette parce que c'est toi ou moi. Enfin, c'est lui ou vous. Bref, c'est soit beaucoup plus OK que nous. Je pense que si on met une arme entre les mains et qu'il y a quelqu'un en face de nous qui nous menace, même s'il y a peut-être cet instinct de survie, j'ai plus l'impression qu'on va bugger et du coup se faire tuer que être le premier à appuyer sur la détente. Mmh. Ouais, OK, ouais et au niveau de la guerre, je me demandais, c'est quoi l'intérêt de la guerre? Je sais pas. Je, Si on reprend un petit peu l'histoire de l'humanité, il y a souvent eu des guerres pour étendre le territoire, notamment les royaumes qui s'étendaient comme ça, pour construire des empires aussi. Je pense à l'Empire romain, l'Empire ottoman, l'Empire mongol, qui avaient vraiment des côtés conquistadors, enfin plutôt ça, c'est des Espagnols, mais un côté vraiment conquête de territoire. Mais tu vois, encore une fois, si on vraiment on entre un petit peu dans le détail, si on prend la guerre comme conquête de territoire, même Poutine, hein, là, cette guerre de vouloir reprendre l'Ukraine, je pense pas que ce soit juste, je pense que la guerre est un moyen en vue d'une fin, et à mon avis, par cette conquête de territoire, il y a aussi ce désir de vouloir dépasser son humanité et qu'on se souvienne de nous au-delà de bah, quand nous trépasserons. T'as ça chez Ernest Becker dans Le déni de la mort. Et il y a ça aussi notamment dans les pensées de Pascal, quand il parlait du divertissement, au sens de, alors je ne sais plus exactement la citation exacte, mais en gros il s'est dit, je me suis toujours demandé pourquoi les gens faisaient ce qu'ils faisaient. Euh, Notamment cette fameuse phrase, le plus grand malheur de l'homme, c'est qu'il ne peut demeurer au repos dans une chambre. Il y a cette idée que
parce que l'homme connaît sa condition de mortel, il a besoin de se divertir, au sens de ne plus y penser, et que faire la guerre, étendre son territoire, faire parler de soi, entrer dans l'histoire, sont autant de formes de divertissement pour pouvoir justement continuer de vivre malgré la mort. Hmm. Et je me posais une question quand même parce que tu parlais de Poutine Mhm. en disant, bon ben, quelque part, il a peut-être envie de laisser sa trace dans l'histoire. Et je me demande, est-ce qu'il n'y a pas un retour à l'équilibre qui est inéluctable? Je me demande si c'est pas Poutine, ça sera peut-être quelqu'un d'autre. C'est comme en Corée, Kim Jong-un. Ouais. Si c'est pas lui, ça sera probablement quelqu'un d'autre. Mhm. Et dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des maladies, par exemple la peste noire, il Mhm. y a eu les guerres. En fait, des moyens, je me souviens de mon prof de biologie qui m'avait dit, bah, la guerre n'est ni plus ni moins qu'un retour à l'équilibre biologique des choses. C'est-à-dire que lorsque la démographie est est en excès, à ce Mhm. moment-là, il y aura de plus en plus de gens au mètre carré. Donc, il y a des gens qui vont commencer à se taper dessus parce Ouais. qu'ils ne pourront pas leur laisser leur territoire. Et mécaniquement, ça va créer des conflits à l'échelle locale, mais potentiellement à l'échelle internationale. Et là, Mhm. ça commence à créer des guerres, qui fait que je veux asseoir ma suprématie, je veux asseoir mon influence politique. Et, euh, et finalement, est-ce que c'est pas quelque chose de d'inéluctable que d'osciller entre des périodes de guerre, des périodes de paix, comme des périodes où la santé globale augmente, va mieux, s'améliore, et des périodes de pandémie. Tu vois, on a eu le Mhm. coronavirus. Est-ce qu'à un moment, bah, c'est pas la conséquence juste d'une démographie qui explose? Euh, En fait, je me demande si la guerre ne fait pas juste partie de la vie et que c'est quelque chose d'un peu inéluctable de la même manière que la violence fait partie de nous. Mhm. Oui, je pense, hein. Je pense que tu mets 10 personnes dans une pièce, il y a forcément des clans qui vont se construire, des ennemis qui vont naître, des gens qu'on va pas supporter, etc., etc. C'est effectivement la guerre fait partie de la vie, elle fait partie de l'humain, euh, parce que j'imagine pas vraiment une guerre entre deux clans de lions, tu vois. Parce que chacun a son territoire, mais toutes les guerres, toutes les pandémies sont inéluctables au fait que nous soyons des humains. Peut-être que, alors je dis pas, tu vois, si on prend l'inverse, si on prend une paix mondiale, mais vraiment zéro violence ou quoi que ce soit, ça voudrait dire qu'il y a une forme de gouvernement mondial qui fait une pression monstre sur ses citoyens pour réprimander toute forme de violence, quelle qu'elle soit. Un petit peu comme un État où tout le monde serait forcément heureux tout le temps. Tu vois, ce serait bizarre, justement. Donc c'est toujours triste qu'il y ait la guerre. Mais c'est pas. On peut s'étonner qu'il y ait encore des guerres, notamment bah, celle qui est en ce moment, parce que c'est vrai que pour le coup, j'y connais rien en politique, en géopolitique ou quoi que ce soit, mais je ne pensais pas qu'il aurait été possible qu'il y ait une guerre au sein de l'Europe. Parce que d'un point de vue rationnel, il y a beaucoup plus de, même si d'un point de vue économique, c'est beaucoup plus florissant, les temps de paix que les temps de guerre. Après, ça dépend qui vend les armes, par contre. Ça dépend pour qui. Mais du coup, la solution à ça, je ne pense pas qu'on pourra éviter la guerre. Peut-être qu'on pourra toujours se faire la guerre, mais peut-être d'autres formes, peut-être. Il y aurait des guerres qui auraient peut-être moins d'humains en jeu. Tu vois, si Ouais, on pense un petit peu à toutes les IA ou quoi que ce soit, peut-être qu'un jour, on sera un petit peu comme dans Star Wars, quand il y a les droïdes qui se font la guerre. Peut-être qu'il y aura des guerres entre robots. Et du coup, ce sera qui a la plus grosse armée de robots, les robots plus perfectionnés, mais il y aura peut-être moins de pertes humaines. Par contre, la violence, elle est, je pense qu'elle est innée chez l'être humain.
Il y a même Hegel qui disait que le sage stoïcien, qui voulait réprimer un petit peu toutes ses émotions, la colère, etc., finalement, il menait une guerre intérieure pour comment dire, réduire à néant toutes ces pulsions violentes. Ouais. Et je me demande si la guerre, dans la préhistoire, Mhm. c'était une conquête de territoire. Et je vois plus des êtres humains à l'époque qui étaient un peu sous le joug de leurs émotions. Mhm. Ils disaient, bah non, mais lui, je vais le casser en deux parce que il est en train il est en train de vouloir prendre ma place. Mhm. Et aujourd'hui, je me demande, comme tu disais, est-ce que demain, ça va pas être, il y aura plus de pertes humaines, il y aura peut-être moins de pertes humaines, mais la violence sera tout aussi importante. Est-ce qu'on n'est pas en train de rationaliser la guerre en se disant, bah, si on fait la guerre, l'intérêt économique, c'est que ça va nous rapporter plus X% de croissance, c'est que politiquement, on va pouvoir prétendre à occuper telle position sur Mhm. l'échiquier mondial. Euh, L'intérêt démographique, il est de temps. Je me demande si finalement, il y a, on n'est pas passé d'une guerre émotionnelle à une guerre beaucoup plus d'intérêts uniquement, mais alors des intérêts très chiffrés, quoi, économiques, Mhm. démographiques, etc. Mhm. Bah, c'est vrai que j'ai plus l'image d'une guerre vraiment plutôt du temps de la préhistoire, plus une guerre aussi de survie. Tiens, vous avez des ressources, on n'en a pas. Si on vous les pique pas, on va mourir. Du coup, on va vous buter. Comme ça, on va prendre vos ressources. Bon, j'imagine plus un truc comme ça avant l'invention du commerce. Euh, mais peut-être que justement, le commerce est né de l'envie d'arrêter de se taper dessus. C'est possible aussi. Euh, du coup, ta question, c'était, est-ce qu'on rationalise pas la guerre, c'est ça? Ouais, est-ce qu'on n'est pas passé d'une guerre émotionnelle, Ouais. belliqueuse, à quelque chose de beaucoup plus rationnel? Bah, peut-être. J'ai l'impression, en tout cas. Mais soit ça reste toujours, parce qu'on dit souvent qu'on prend les décisions par nos émotions et qu'on les rationalise après. Donc peut-être que il y a vraiment une forme de haine ou de peur, si on prend l'idée de peur de ne pas marquer l'histoire, de peur d'être considéré comme un petit dirigeant, ou qu'il faut garder la face, du coup pour garder la face, bah on fait la guerre. Et qu'après, on rationalise en disant, oui, mais en même temps, si je reprends le cas de la guerre en Ukraine, oui, mais en même temps, avant, c'était quand même à l'URSS, oui, mais en même temps, l'Europe, machin, ils nous aiment pas. Enfin, je sais pas ce qui se passe dans la tête de Poutine, mais j'ai pas forcément envie de savoir. Et, mais en tout cas, à mon avis, il y a une rationalisation. C'est aussi pour ça que, du coup, il y a des lois de guerre, et tout ce cadre, j'imagine, pour que justement ce soit pas juste une tuerie, bête et méchante, mais est-ce qu'on ferait une guerre par pure raison? Ah, j'ai l'impression qu'aussi la guerre, c'est quand il n'y a plus d'autres moyens, quoi. J'imagine, enfin, j'ai envie de croire plutôt que tu pars en guerre quand tu as déjà tout essayé. Un petit peu comme le dernier remède de l'ultime chance pour pouvoir arriver à nos fins. Exactement comme, tiens, si on parle de guerre et de violence, tu vois, en ce moment, il y a quand même aussi une forme d'animosité et vraiment l'instinct primaire qui revient avec la pénurie de carburant qu'il y a maintenant. Il y a quand même des gens qui se foutent sur la gueule à une station essence pour savoir qui aura la dernière goutte de pétrole. Hmm. On est en 2022. Et donc tu vois que les instincts primaires sont toujours là. Genre, ah, mais pourquoi vous l'avez frappé? Bah, il a pris toute l'essence. Oui, mais c'est que de l'essence. Oui, mais en même temps, je vais pas pouvoir aller au boulot. Oui, mais pourquoi? Bah, si je vais pas au boulot, je vais pas avoir d'argent. Du coup, si je vais pas d'argent, etc., etc., etc. Donc, tu imagines ça à l'échelle d'une simple pénurie d'essence. Imagine ce que c'est dans la tête de quelqu'un qui a un territoire et un empire à diriger. Ouais, c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, peut-être que plus l'enjeu est important à l'échelle d'un pays, à l'échelle du monde, plus à ce moment-là, il faut savoir se dissocier de ses émotions. Mm. Et si tu n'y arrives pas, là, pour le coup, ça peut faire vraiment très très mal. Mhm. Quelqu'un qui, sur un coup de tête, décide d'appuyer sur un bouton. Mm. Alors qu'à l'échelle d'une relation
d'homme à homme, là, c'est vrai que ça peut laisser plus la place aux émotions. Par exemple, là, je connais un ami qui est séparé de sa copine et c'est la guerre. Enfin, c'est une expression, mais quelque part, c'est vraiment ça. Elle fait tout pour lui pourrir sa vie. Mm. Donc, c'est vrai que à l'échelle locale et lorsque peut-être que lorsque l'enjeu n'est pas mais après en même temps, il y a un enfant. Il y a un enfant Ouais. dans la balance, mais même ça, même l'intérêt de l'enfant est délaissé au Mm. profit de l'émotion, de l'ego, de la colère et de la haine. Mm. Donc c'est vrai que c'est un peu, on est en 2022 mais on reste des êtres humains et je me demande si c'est est-ce qu'un jour on arrivera à un stade mais là encore une fois, est-ce que c'est pas juste une utopie de croire que on sera des êtres de lumière et qui ne n'œuvront que pour le bienfait de l'autre, quoi? Mm. Bah, franchement, enfin, je suis pas misanthrope non plus, mais je pense pas que ce soit possible. Mais tu vois, je suis même pas sûr que ce soit souhaitable, parce on aura toujours de la colère, tu vois, je pense que là, alors, si on prend vraiment toujours d'un point de vue de l'échelle de l'humanité, on est quand même une civilisation de plus en plus sage, on va dire. Plus, il y a plus, alors il y a certes toujours des guerres, il y a toujours de la violence, etc. Mais là où peut-être que dans le 18e siècle, tu pouvais aller d'un point A à un point B, tu n'étais pas sûr de revenir vivant. Là, si je te dis, tiens, je vais prendre le train pour aller à Marseille, je suis à peu près sûr de revenir vivant. Là où avant, non. Donc, il y a quand même cette sagesse, on va dire, qui grandit progressivement à l'échelle de l'humanité. Ça dépend où, toujours, il y a toujours des exceptions. Il y en a qui vont dire oui, mais à New York, oui, machin, etc. Oui, d'un point de vue global, il y a de moins en moins de violence. Elle est Et différente. est-ce que c'est de la sagesse? Excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que c'est de Ouais. la sagesse ou est-ce que c'est juste de la sécurité? Parce que comme tu dis, Hmm, si tu vas dans des bas quartiers en Amérique du Sud, peut-être que là, il y a moins de. Est-ce il y a moins de sagesse ou est-ce qu'il y a moins de sécurité? hmm. Ah bah, peut-être que justement, c'est des endroits beaucoup plus violents où la violence est banale et du coup, on retourne un petit peu à l'entraînement militaire ou pour qui c'est OK en fait de taper, de tuer, etc. parce que c'est comme ça qu'on apprend. Peut-être, je sais pas. Il y a une Hmm. éducation à la violence comme il y a une éducation à la paix, je pense. Mais ça, comment dire? Mais tu vois, je suis pas convaincu que dans 1000 ans, on sera des sages parmi les sages où il y aura plus que la paix parce que on restera biologiquement des êtres humains. Si on nous tape, on souffre. Si on souffre, soit on est très proche du fight or fly. Est-ce que je fuis? Est-ce que j'attaque? Ou est-ce que je bug? Et ça, ce sera toujours là. Il y aura toujours de la colère. Il y aura toujours de la tristesse. Et généralement, ça c'est Hobbes dans le Léviathan. Chapitre 13, où il parle vraiment de l'état de nature. Hobbes, c'est un philosophe du XVIIe siècle et un des précurseurs de la philosophie politique, où il a réfléchi à ce que pouvait être, enfin, en gros, il se posait la question de pourquoi il y a un État, pourquoi il y a un roi, pourquoi il y a un ministre, etc. Et du coup, il a imaginé qu'est-ce que pourrait être une société avant la naissance de la société, justement. Donc, pas forcément au temps de la préhistoire, parce qu'il y avait quand même des clans, des tribus. Donc, il y avait une forme d'État avec un chef ou une chef, puis le reste de la population. Mais là, vraiment, au sens rien, la pure anarchie. Et pour lui, c'était un État, du coup, de nature, et c'était compétition, défiance et vaine gloire, où c'était la guerre du chacun contre chacun. On se tape pour un regard, on se tape parce qu'on veut des ressources, on se tape parce qu'on a des ressources et qu'on a peur qu'on nous les prenne, etc. Mais par contre, euh, c'est de lui à qui on doit l'homme est un loup pour l'homme, sauf que cette citation est tronquée. C'est que l'homme est un loup pour l'homme, c'est une citation pour l'État, avec un grand E. Les États sont des loups pour les autres États, parce que c'est les États entre eux qui font la guerre. Et la suite de cette citation, c'est que l'homme est un dieu pour l'homme à l'échelle individuelle, au sens où l'être humain est capable de beaucoup pour sauver son prochain. Et c'est pour ça qu'il refusait de croire, et je suis plutôt partisan de Hobbes, que l'humain est profondément mauvais, parce qu'on voit toujours, ah, regardez-moi la bêtise humaine, etc., etc. Non, c'est juste que
dans cet état de nature, avant toute forme d'apparition d'état, avec un grand E, c'est tellement la merde, tellement horrible, que pour survivre, il n'y a que la violence qui peut nous permettre de survivre, justement. C'est dans ce type d'état où, si tu fais preuve de bonté, tu peux te faire bouffer. Alors, il y a d'autres partisans qui disent que c'est n'importe quoi, que bah, il y en a pas besoin, il y a quand même de la violence au sein de l'État, etc. Mais par rapport, si on reprend le cas, tu vois, du couple qui se sépare, et cette femme qui veut pourrir la vie du coup, de ton pote, il y a fort à parier, ça ne veut pas dire que ça l'excuse de quoi que ce soit, mais il y a fort à parier que c'est juste quelqu'un qui souffre et qui a envie de ne pas souffrir seul. Et du coup, le moyen qu'elle a choisi, c'est de lui pourrir la vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut lui pardonner, qu'elle a raison de faire ça, quoi que ce soit. Ça veut juste dire que, pas forcément parce qu'elle est méchante. Hmm. Ouais, c'est qu'elle veut pas souffrir seule. Mhm. Donc faire la guerre, ça veut dire ne pas vouloir souffrir seule? Bah, là, je parlais plutôt du fait que est-ce qu'un jour il y aura vraiment une paix partout, que l'être humain fera plus preuve de violence ou quoi que ce soit. Mais par rapport à la guerre, à mon avis, il y aura toujours la guerre, parce que tant qu'on restera des êtres humains, nos dirigeants resteront des êtres humains, et ils prendront pas forcément les meilleures décisions, parfois même les pires. Ouais, du coup, si on récapitule, en fait, ce que je comprends, c'est que la guerre, c'est quand même quelque chose qui est assez cadré, Normalement. qui a toujours Mhm. existé, qui existera probablement toujours, qu'on ne peut pas Mhm. éradiquer, euh, et qui, quelque part, est un peu nécessaire, j'ai l'impression. Bah, j'imagine pas de, j'imagine pas un monde sans guerre, même si j'aimerais bien. Par contre, je pense que par la suite, on fera des guerres beaucoup plus à distance, avec des drones. Pourquoi pas, il y a des drones de combat maintenant. Pourquoi pas aussi avec des robots, des choses comme ça. Mais ce sera plus je sais pas, c'est l'impression que j'en ai, ce sera plus les tranchées comme on a pu connaître, ou les choses comme ça. Ce sera des guerres de plus en plus modernes. Est-ce qu'elles seront de plus en plus cadrées? Normalement, elles doivent l'être. Mais pareil, on parle d'humains et du coup, il y a toujours comment dire, rien n'est sûr quand tu parles d'humains. Mais j'imagine pas un monde sans guerre. C'est pas très positif hein, comme note, mais je ne vois pas comment il pourrait ne plus jamais y avoir de guerre. Ouais. Ouais, et puis peut-être que la guerre de demain, ça sera une guerre plus informatique, Ouais, qui aussi. gère Mhm. ouais, la partie cybersécurité. Mhm. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça, c'est un marché de dingue, hein. La Mhm. cybersécurité, les gens s'arrachent ce genre de ressources. Et quelle est la situation où il y a le plus d'impact? C'est le jour où tu apprends que la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine, Mhm. ou le jour où tu apprends que du jour au lendemain, tu risques d'avoir ton compte en banque qui tombe à zéro parce que tu as une cyberattaque, quelqu'un a Mhm. siphonné tous les fonds, Ouais. ou que tu apprends que ton identité a été éradiquée des fichiers de la base de données de l'État et Mhm. que quelque part tu n'existes plus, Mhm. euh, ou que tu vas payer. En fait, je me demande si il n'y a pas une forme de guerre qui va être beaucoup plus. Parce que aujourd'hui, le truc, c'est que dans les guerres mondiales qu'il y a pu y avoir, il y avait les militaires, il y avait les civils. Mhm. Et les civils, quelque part, il y a des témoignages qui montrent que, bah oui, mais en fait, nous, on essayait de vivre, on savait qu'il y avait la guerre, mais notre quotidien changeait pas tant que ça. Il y Mhm. avait peut-être des activités professionnelles qui se réorientaient vers des activités plutôt militaires, mais globalement, il fallait quand même créer du pain, il fallait quand même Mhm. fournir de la nourriture, il fallait quand même cultiver les champs, il fallait quand même faire tout ça. Donc, le quotidien de la plupart des gens ne changeait probablement pas. Mhm. Ce qui fait que il y avait vraiment un aspect belliqueux entre une petite portion de la population. Ouais. Et si demain, bah,
on attaque directement le quotidien de cette grande majorité silencieuse. Mhm. Et ça, je le vois bien au-delà de l'arme nucléaire, etc., mais je le vois bien par l'informatique, ou même par de la propagande, hein, de Bien la sûr. désinformation, ça peut être, mais là encore, ouais, ou par le contrôle des médias. Mhm. Hem, Là, je me demande si la guerre ne peut pas prendre une dimension encore plus destructrice que ce qu'elle est aujourd'hui. Mhm. Oui, clairement, parce que tu pourrais très bien imaginer un pays qui entre en cyberguerre avec un autre pays, qui peut détruire du coup un pays de l'intérieur. Et dans ce cas, il n'a même pas besoin de faire la guerre parce que ça va être le peuple qui va vouloir ensuite se rebeller contre son propre État. Il lui suffira de dire, bah, écoutez, venez chez nous, c'est mieux, on va régler tout ça. Et puis, et du coup, ils vont acclamer les gens qui les attaquent en héros. Enfin, c'est pas un scénario complètement impossible. Ouais, et en fait, au lieu d'être dans comme le système immunitaire du corps humain qui essaie de protéger le corps contre les agressions extérieures, là, en fait, ça serait créer un cancer. C'est-à-dire que Mhm, ce sont les cellules elles-mêmes qui deviennent cancéreuses, de la même manière que c'est de l'intérieur que le pays peut se déliter. Et là, mhm, ça serait vraiment destructeur, là, pour le mhm. coup. Ouais. Et il n'y aurait pas forcément plein de morts. Hmm. Donc, Et est-ce que à ce moment-là, parce que moi j'entends beaucoup parler aussi de désinformation, de choses comme ça, mais des actions de l'État qui essaient de juguler toutes ces informations sur la vente d'armes, sur ce mhm. genre de choses, des faits un peu scandaleux Ouais. entre ce qu'ils montrent et ce qui se Mhm, passe vraiment dans l'arrière-boutique. Il se peut qu'il y ait un gros écart. Et est-ce mhm, que, pour éviter justement ce cancer qui naîtrait de l'intérieur, l'État n'essaie pas un peu de filtrer les informations pour, je me demande si c'est pas justement le système immunitaire contre contre le Ah, cancer? c'est possible, même, sans entrer dans les théories du complot ou quoi que ce soit. Je suis pas sûr qu'on sache tout sur tout ce qui se passe, hein. Mmh. Et effectivement, il y a, tu le vois, il me semble que comment dire, on le voit aussi avec ce qui se passe en Iran. Il y a beaucoup, ils font aussi des coupures d'Internet pour justement que les informations ne sortent pas du pays. Tu vois qu'en Russie, ils ont pas Facebook, ils ont un autre truc propre aux Russes. Tu le vois aussi avec la Corée du Nord, du coup, toute cette désinformation pour justement contenir le peuple, parce que je pense que s'ils savaient exactement tout, alors je suis pas sûr que ce serait la révolution partout, mais il y aurait beaucoup plus de questionnements, il y aurait beaucoup plus de disons bah, pourquoi c'est comme ça, de remise en question de l'autorité. Mmh. Et tu remets le peuple remet en question l'autorité de son État, bah, du coup, l'État, il a plus vraiment le pouvoir. Ouais. Et nous, à notre échelle, alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour, est-ce qu'on a plus intérêt à accepter la guerre ou à essayer de la combattre? Hum, Je pense qu'il y a peut-être un grand travail d'éducation aussi, au sens de, bah, si à notre échelle, on arrive à que notre activité participe à une société en meilleure santé, avec des gens plus épanouis, plus à l'écoute des gens, une forme d'éducation on va pas dire éducation à l'humanité, ça ferait un peu grandiloquent, mais juste, ouais, une éducation plus cool. Je sais pas vraiment de terme, mais tu vois, la guerre, c'est normal qu'il y en ait, de la même manière que c'est normal qu'un individu est malade. Mais par contre, tout ce que tu peux faire pour contribuer à ta bonne santé fait que tu as de moins en moins de chances de tomber malade, ou si tu tombes malade, c'est beaucoup moins grave parce que tu sais comment réagir, peut-être même avant. Et comme on a dit que la guerre, c'était vraiment le dernier recours, au sens où on a tout essayé, bah, écoutez, c'est la guerre. Bah, si notre activité propre peut avoir un impact positif sur des gens, qui ont un impact positif sur des gens, etc., pour contribuer à une société meilleure, en meilleure santé, bah, la guerre, ça amoindrit ses chances à la guerre d'exister. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existera plus jamais. Ça veut dire qu'elle aura vraiment son rôle de, quand il n'y a plus rien d'autre à faire, ce sera la guerre. Mais Mmh. si on fait tout pour être en bonne santé, bah, ça ne va pas être la guerre. Parce que juste dire oui, la guerre, c'est pas bien, ouais, bah,
qu'il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour sortir ça, mais plutôt savoir comment est-ce, pourquoi, voilà, c'est plutôt ces questions-là à se poser. C'est comment expliquer le fait qu'il y ait de la guerre, au sens vraiment de connaître les causes, pour pouvoir justement arrêter de répéter, si ces causes réapparaissent, pouvoir prévenir plutôt que guérir. Et c'est quoi les conditions de la guerre, justement, alors? Souvent, ça dépend vraiment de quelle guerre on parle, mais souvent, tu entres en guerre, je sais pas, quand il y a souvent une misère, aussi, une misère sociale et économique, euh, Une quand, pénurie de ressources? ouais, une pénurie de ressources, quand les gens n'en peuvent plus, en fait. Et après, ça dépend aussi du dirigeant que tu as à ta tête, hein. C'est surtout ça aussi. Ouais, c'est sûr. Ouais, donc le Mais ouais. dirigeant et aussi les conditions de la population. Mhm. Si tu as un Trump, un Kim Jong-un ou un Poutine, plus de chances d'entrer en guerre que si tu as Gandhi ou je sais pas qui. Même si toutes les ressources sont là, hein. Ouais, 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 c'est vrai. Ouais, ouais, du coup, c'est quand même le leader joue un rôle extrêmement important. Mhm. Bah ouais, parce que même si tu as un bon leader à la tête, enfin, en fait, si tu as un bon leader, même si tu as un bon leader à la tête de ton pays, pour le peu que le peuple soit pas content, qu'il n'y ait plus de ressources, ils ont faim, quoi que ce soit, il suffit qu'il y ait un gars qui dit, bah écoutez, mettez-moi à la tête du pays et vous n'aurez plus jamais faim. Du coup, après, si ce zozo devient vraiment un va-t-en-guerre, après, c'est fini, tu vas du coup vers la guerre. Ouais, c'est ça. Mais finalement, le leader n'est pas 100% responsable parce que c'est le reflet d'une partie de la population qu'il a choisi, pour le coup. Ça dépend comment ils l'ont choisi. Pas si c'est quelqu'un qui prend le pouvoir par la force, ils n'ont pas vraiment choisi. Si c'est quelqu'un qui dit si ouais, je suis destitué, tout le monde meurt, ils n'ont pas vraiment choisi non plus. Hmm. Donc Ouais. ça dépend. Même à notre échelle en France, tu vois, même si Macron a gagné les dernières élections, combien de personnes ont voté pour lui de manière délibérée en croyant en lui? Hmm. Je sais pas. Pas beaucoup, je pense. Ok, bon, bah, je pense qu'on peut terminer là. Mhm. Bah, merci Simon. De rien. J'espère que cette émission vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur nos activités respectives, vous trouverez tout en description de cette vidéo et également cette émission est présente sur toutes les plateformes de podcast. Merci et à très vite. À bientôt.